Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le système nerveux, sur la phylogénétique hiérarchie, ce concept que je vais illustrer avec le principe de la roue de Julien Pineau. C'est un concept qui est super intéressant pour l'entraînement, pour la vie de tous les jours, pour comprendre un petit peu notre fonctionnement et l'état dans lequel on va se trouver, pourquoi on a telle émotion, pourquoi est-ce qu'on se sent d'une manière ou d'une autre. Au niveau donc, de l'explication de la roue et du fonctionnement, je vous donne un exemple très rapide. On va estimer que si on est confronté à un problème, on va chercher à le résoudre en commençant par la branche numéro 1, le flow. C'est la branche la plus récente au niveau de l'évolution du système nerveux. On va essayer de la résoudre avec le flow. Le flow, c'est donc une des branches du système nerveux parasympathique. C'est la branche dans laquelle on va être en train de refaire ses réserves en fait. Et le flow plus particulièrement dans laquelle on va essayer de résoudre le problème en communiquant, en sociabilisant, en passant par la parole en fait, d'une manière d'essayer de résoudre le problème de manière pacifique. Si jamais ce problème ne se résout pas, donc on va prendre l'exemple, je suis chez moi, il y a mon voisin qui met la musique qui est hyper fort, il est minuit, ça baisse pas, moi je dois dormir, demain je vais au travail. Je descends chez lui, je toque, j'essaie de résoudre ça de manière pacifique en parlant, en lui demandant gentiment de baisser sa musique, je lui explique. Il me dit d'accord, je remonte chez moi, la musique elle est toujours pas baissée, ça fait 30 minutes, il est minuit et demi, je commence à perdre patience. Le flow il a échoué. Je vais passer sur la branche numéro 2, le fight, qui elle est dans le système nerveux sympathique. Tout ce qui va être utilisation de l'énergie, le combat. Ici je vais avoir mangé, ici je vais utiliser ce que je viens de consommer pour me battre. Je vais toquer chez le voisin, j'ai perdu patience, je commence à l'attraper par le col, à le secouer parce que je vois qu'il me prend complètement pour un con. Sauf que ce voisin, il est plus costaud que moi, il a un grand couteau, il attrape son couteau. Je me rends compte que ce combat, le fait de me battre, ça risque de ne pas m'aider à résoudre la situation, qu'il a pris le dessus. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rentre en flight, je me sauve, je fuis la scène parce qu'il a un couteau, parce qu'il est plus costaud et que je risque d'y laisser des plumes. Je me sauve, je rentre chez moi, je ferme ma porte, je me suis sauvé. Le problème, c'est que même avec la fuite, cette stratégie, le mec il m'a suivi, il a défoncé ma porte, il a réussi à rentrer à l'intérieur et là il est devant moi, je suis coincé dans un angle avec le couteau qui me met sous la gorge. Et là, on est paralysé, dans le freeze, complètement pris par la peur, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, dans l'incapacité de bouger. Donc ça vous montre en fait les différentes étapes selon la situation. Cette situation, là où vous dites ok, ça m'arrive jamais, j'en ai rien à faire de cette roue, de ce système, sauf que ça peut arriver dans plein d'autres situations. Peut-être qu'on finira pas dans le freeze directement, mais ça peut arriver dans votre vie quotidienne avec le travail, ça peut arriver dans votre entraînement lors d'un WOD. On va illustrer ça sur un WOD. On part sur un WOD. On commence tranquille en flow, il y a 5 tours, premier tour, on gère, on régule, on y va tranquille pour voir un petit peu, pour estimer un petit peu l'effort qu'on va pouvoir fournir. Premier tour, ça allait, c'était facile, c'était hyper facile, il n'y a que 4 tours en plus, je suis super bien, on commence à rentrer dans le fight, on augmente son intensité, on va plus vite, on fait plus de reps, on prend moins de récup, sauf qu'on commence à franchir cette ligne rouge, On se rend compte que sur le deuxième et troisième tour, on est parti sur un rythme bien trop important. Le rythme il est bien trop important, on ne peut plus le maintenir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en flight. Sur le quatrième tour, on passe plus de temps à laisser la barre au sol, à regarder le chrono, à mettre les mains sur les genoux, qu'à effectuer des répétitions. On s'accroche tant bien que mal, on fait des allers-retours entre flight, où on est devant sa barre, où on recule, et fight, où on reprend la barre, où on repart sur le WOD, jusqu'à la fin du WOD où on crie time. On rentre chez nous. On a fini en flight, on n'a pas réussi à finir le WOD dans le time cap, on a fini avec les mains sur les genoux, on est hyper frustré parce qu'on était en fuite, on a fini en fuite, on rentre chez nous et là boum, on crash et on passe dans le freeze. On est chez nous, sur le canapé, dans l'incapacité de bouger, on n'a plus de motivation pour aller se faire à manger, pour aller se doucher, on n'a qu'une seule envie, on ne sait même pas quoi faire, même dormir, en gros on est bloqué. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Pour moi, ça a déjà pu m'arriver auparavant sur certaines séances. Ce
qu'on va vouloir éviter sur l'entraînement, c'est d'être en freeze et en flight, ok? Ou peut-être faire des allers-retours entre flight et fight, mais toujours terminer en fight pour derrière pouvoir repasser en flow. Un WOD dans lequel ça va être important de rester en flow, ça va être tout ce qui va être WOD endurance avec la capacité aérobie, des WOD longs dans lesquels il faut être capable de tenir sur la durée, ok? Bien que on voudra surtout être au sommet de l'arche, je vous expliquerai après. Le fight, lui, on va vouloir être en gros fight lorsqu'on va essayer par exemple d'aller chercher un 1RM en power clean, qu'on va essayer de faire un saut en hauteur max en box jump, ou d'autres activités qui vont vous demander d'être activé, d'être prêt à partir au combat et de fournir un effort violent et explosif. Donc là, on voudrait être vachement en fight. En flight, c'est quand on va rentrer là-dedans, c'est quand on va avoir dépassé le fight et qu'on n'est plus dans la capacité de maintenir cette allure, okay, qu'on a surestimé ses chances. Et le freeze, c'est quand on a craché du flight et qu'on est dans la capacité de bouger, on est allongé et on ne bouge plus. L'endroit où on va vouloir passer la majeure partie de notre temps sur un WOD, ça va être au sommet de l'arche, entre le flow et le fight. Pourquoi? Pour combiner en fait le meilleur des deux mondes, entre flow et fight. Le flow, ça va être un état dans lequel on va être plus lucide, on va avoir une meilleure coordination, ok? Ce qui va être super important sur les mouvements plus complexes. Vous imaginez bien que si on n'a plus de lucidité, qu'on n'est plus coordonné, les double under, les ring muscle up, les squat snatch, ça ne va plus passer. A l'inverse, si on manque d'activation, qu'on y va à 2 à l'heure, qu'on est complètement endormi, qu'on n'arrive pas à se pousser, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire une très bonne perf. Donc on va vouloir combiner le fight, la capacité à se pousser, la capacité à fournir un effort important avec de l'intensité, tout en maintenant coordination et lucidité du flow. C'est pour ça qu'on va vouloir essayer de rester au sommet de cette arche. Le fight, à l'inverse, si on est trop dans le fight, nos gestes ils vont devenir brouillons. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des bagarres, des fois il y a des bagarres générales. Moi j'ai fait cette expérience dans le rugby. Quand on tape, des fois on perd complètement en coordination parce qu'on est tout fou, on n'est plus du tout dans le flow, on n'est plus du tout dans la lucidité et dans la coordination. On tape n'importe comment, des grands moulinets, on fait n'importe quoi, on est ici. C'est ce qui peut expliquer par exemple qu'il y a un mec, c'est un champion de MMA en UFC, sauf qu'il combat dans une cage, il y a un arbitre, il a l'habitude, il est capable d'être dans le flow au sommet vers le fight. Cette personne, si d'un coup elle se fait attaquer dans un bar, à son insu, par surprise, c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout le même environnement, c'est possible, pas dit, peut-être qu'il a l'habitude de ce genre de situation, mais c'est possible que du coup, il passe trop dans le fight, qu'il n'est pas dans la coordination et qu'il ne sache plus se battre aussi bien que dans la cage. On peut le voir dans certains combats, par exemple pour le titre, qui vont faire que quand il y a plus d'enjeux, la personne elle n'aborde plus de la même manière, elle n'est plus dans la même branche et il y a plein de choses qui vont se passer au niveau coordination et technique qui vont se détériorer. Nous dans le CrossFit ça va être pareil par exemple sur un squat snatch. Si jamais on l'aborde de manière trop folle, on arrive complètement fou ou alors qu'on arrive vers une barre qu'on estime qui est au-dessus de son pierre et qu'on n'est pas sûr, qu'on commence à rentrer dans le flight, qu'on n'a plus trop envie d'aller la faire, qu'on est plus en fuite, on va perdre en coordination, en lucidité et on risque d'échouer cette barre. D'où l'importance d'être ici au niveau du flow fight. Okay. Comment influencer notre place dans la roue? Pour rester en flow, ça va être d'essayer de maintenir un maximum la respiration par le nez. Votre respiration, ça va être l'un des majeurs leviers pour activer, pour choisir votre place. Pour être plus dans le fight, ça va être la respiration par la bouche, racler le fond de la gorge qui vont augmenter au niveau du nerf vague, etc., etc. Un peu de choses techniques qui vont augmenter l'activation du système nerveux sympathique. Donc la respiration, c'est une première chose. Vous voulez être endurant, vous assurez que vous allez tenir le rythme, tenir longtemps. Vous voulez rester calme et lucide, respirer par le nez, vous aurez plus de chances de rester en haut. Quand vous voyez que votre visage commence à se crisper, que vous commencez à respirer par la bouche avec une respiration thoracique désordonnée, ça vous montre que vous êtes trop loin dans le fight, que vous n'avez plus une espérance de vie bien longue dans votre WOD. Donc calmez votre respiration, respirez par le nez et essayez de reprendre le contrôle et la lucidité. Okay. Une autre chose, ça va être les torque chains, les chaînes, les torques internes, torque externe. Un autre concept de Julien Pineau qui est fondamental dans l'entraînement, qui devrait être connu de tous et qui va faire de grosses différences dans votre performance si vous ne le connaissez pas encore. Une super illustration pour faire le lien entre torque externe et le fight, c'est le haka des All Blacks.
je ne sais pas si vous voyez la position des All Blacks lors du haka, qui sont limite en position de sumo deadlift, genoux vers l'extérieur, les pieds écartés, qui sortent la poitrine, ils viennent taper sur la poitrine, ok, avec le visage très crispé et des têtes qui font un petit peu peur. Et ça va venir énormément activer le système nerveux sympathique. Okay, si vous faites un haka avec le All Black que vous sortez, vous êtes prêt à rentrer sur le terrain et à rentrer en guerre contre l'équipe adverse, à fournir un beau combat. A l'inverse, le torque interne, lui, il va vous permettre de rester plus calme, de rester sur des efforts un peu plus endurants. Et c'est l'exemple que j'aime bien donner sur les double under. Souvent, on peut voir des personnes qui sautent en torque externe avec les mauvaises chaînes de tension, qui vont se crisper, qui vont s'énerver, qui vont plus réussir à respirer, parce qu'on est censé être en interne sur les DU. Okay, donc cette position qui va plus se rapprocher, en fait, c'est du position fétale. On va être dans ce mouvement de venir se rétracter, alors qu'ici, en externe, on est plus en expansion. Okay, donc le torque interne va vous permettre d'utiliser les muscles du torque interne, va vous permettre de rester plus lucide, de rester davantage dans le flow. Si jamais vous utilisez trop de muscles du torque externe sur des mouvements qui sont censés être en interne, votre performance elle va diminuer. Okay, tout ce qui va être torque externe, ça va être pour les efforts courts, explosifs, contractions concentriques. Tout ce qui va être pour les torques internes, ça va être tout ce qui va être effort plus long, endurance musculaire, isométrie ou excentrique. Okay, donc ça va être tout ça au niveau du torque. Un dernier point qui va influencer votre place dans la roue, ça va être les aliments que vous allez consommer, votre nutrition. Si jamais vous consommez des glucides, par exemple une boisson sucrée ou du miel, ça va augmenter votre fight. Ça va augmenter l'activation du système nerveux sympathique. Si jamais à l'inverse, vous mangez un steak ou quelque chose de plus difficile à digérer, de la viande rouge, ça va vous demander d'être plus loin dans le système nerveux parasympathique de manière à bien le digérer. Donc selon ce que vous mangez, ça va activer plus ou moins une branche ou l'autre. Si jamais vous mangez deux choses qui sont un petit peu contradictoires au niveau de leur impact sur le système nerveux, par exemple de la viande rouge avec du sucre, vous allez du coup moins bien assimiler votre viande, parce que vous ne serez plus dans le bon état pour l'assimiler. Donc ça va prendre en compte sur la nutrition. Pour tous les jours, pour la plus grande partie de la journée, je vous conseille de consommer majoritairement des lipides et tout ce qui va être légumes, ça pose pas de problème. Même s'il y a une certaine quantité de glucides dans les légumes, bien sûr, mais c'est négligeable comparé à un soda, comparé à une cuillère de miel ou autre. Okay, c'était pas mal, c'était intéressant de voir, il y avait la montagne qui prenait des grosses doses de miel lors de ces séances, avant ces top sets, avant ces séries les plus lourdes. Okay, au moment où le protocole StrongFit, on utilisait un petit peu ça. Donc c'est intéressant de voir qu'un petit peu intuitivement, certains, dans leur pratique, partent dans ces activations-là. Vous allez vous dire, oui, mais c'est juste parce qu'il y a du sucre, ça lui donne un coup de boost. Oui, mais est-ce que c'est juste le sucre ou est-ce que c'est le sucre qui déclenche cette activation plus forte du système nerveux sympathique qui lui permet d'être plus performant? Okay, moi, je pense que c'est lié au système nerveux principalement et pas juste à l'apport énergétique lié au sucre. On a fait le tour de l'arche. J'espère que c'était clair, que vous avez appris des choses. Si vous voulez en apprendre plus, il y a Julien Pinault, donc c'est lui qui a créé tout ça. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Je le taguerai dans le post, comme ça on verra. Je discuterai avec lui de ce qu'il pense de ce que j'ai pu raconter. Dans la plupart de ses vidéos, il en parle en anglais. Moi, je vous ai fait le contenu en français pour ceux qui ont un petit peu de problème avec les barrières de la langue. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à réagir, à échanger là-dessus parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Bonne journée à tous, à bientôt. Ciao.